Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la coordination des mouvements de l'Azawad refuse le projet d'accord de paix déjà paraphé par le gouvernement malien. C'est la conclusion des concertations de Kidal. Malaise général au Burundi à 3 mois de l'élection présidentielle. Le climat social s'est tendu, auquel s'ajoutent les incertitudes politiques. Et les pays africains face à la chute du prix du pétrole, les gouvernements envisagent plusieurs pistes pour maintenir l'équilibre du budget national. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, les barons du régime de l'ancien président Blaise Compaoré entendent bien peser lors des prochaines élections, à l'instar de Djibril Bassolé, ex-chef de la diplomatie, qui a déclaré qu'il se mettrait bientôt à disposition de la nation. De même pour les colonels Yacouba Ouedraogo et Jean-Baptiste Natama. Pour rappel, les élections présidentielles et législatives sont prévues en octobre prochain au Burkina Faso. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a décidé de ne pas parapher le projet de texte d'accord issu des pourparlers d'Alger, et ce après une consultation des différents organes des mouvements, de l'aile militaire et des organisations des populations. La coordination réaffirme néanmoins son engagement à privilégier la voie du dialogue. Aminata Diak. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a annoncé qu'elle ne paraphera pas en l'état actuel le projet de texte d'accord issu de la 5e série des négociations d'Alger du 1er mars 2015. En effet, le groupe armé avait demandé un délai raisonnable en vue de consulter les populations qu'elle représente avant toute signature de l'accord. Une décision qui, pour certains observateurs, ne laisse espérer aucune solution pacifique pour amener la paix au nord du Mali. Aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que nous sommes en train de faire des va-et-vient à Alger, que nous avons entamé toutes les possibilités, toutes les options possibles pour arriver à un règlement amiable de cette situation. Mais malheureusement, face à l'intransigeance du MNLA de trouver une solution politique à ce problème-là, il n'y a d'autre choix que d'entamer une offensive. Les pressions politiques que la communauté internationale, que la France pouvait faire sur le MNLA, ils l'ont fait. Cela n'a pas abouti. Les pressions que les populations elles-mêmes pouvaient faire sur le MNLA ont été épuisées. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre option que de déclarer la guerre au MNLA pour que, enfin, nous puissions trouver une solution à ce problème-là. L'analyste politique soutient également que le MNLA constitue un obstacle pour rétablir définitivement l'ordre dans la région, en proie à plusieurs groupes armés. Il y a cette impérieuse nécessité de faire la différence entre les djihadistes et les gens qui se réclament du MNLA. Sans accord de paix, on ne peut pas faire cette différence. Sans accord de paix, on ne peut donc pas lutter contre le terrorisme. Donc, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le MNLA est aujourd'hui un obstacle en refusant de signer ce document-là. La coordination des mouvements de l'Azawad affirme avoir pris cette décision après une large consultation des différents organes des mouvements, de l'aile militaire, des organisations des cadres et des populations de l'Azawad. Cependant, elle reste ouverte au dialogue et invite le gouvernement malien à poursuivre les négociations afin d'aboutir à un texte d'accord à la satisfaction de tous. Malaise général au Burundi à 3 mois de la présidentielle. La semaine dernière, une grève a paralysé les activités de la capitale Bujumbura. À l'origine, le coût de la vie. Mais à cela s'ajoutent également les incertitudes politiques. Birama Saonera. La grogne monte contre la vie chère au Burundi. Dans la capitale Bujumbura, la semaine dernière, le transport en commun a été paralysé. La plupart des entreprises, les hôpitaux publics, les écoles et d'autres services de l'État sont restés fermés. En cause, la grève générale initiée par des syndicats et organisations de la société civile. Les marchés ont été fermés, les magasins, les boutiques ont été fermés et les travailleurs du formel n'ont pas répondu aussi aux appels de leurs employeurs qui leur demandaient d'aller travailler. Et donc, je suis vraiment très content de l'appel qui a été répondu très massivement. Plusieurs arrestations des militants et des membres des médias ont été notées lors de cette grève générale. En outre, pour les analystes, l'agitation sociale pourrait susciter une surchauffe du climat politique à quelques mois des élections. Aujourd'hui, la colère a atteint, je dirais, un seuil insupportable, ce qui fait qu'à tout moment, il suffit tout simplement qu'il y ait une situation qui explique cela. Par exemple, le forcing du 3e mandat pour que le peuple aille dire non dans la rue. La candidature de l'actuel président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat constitue aussi une pomme de discorde.
Aujourd'hui, les membres du parti au pouvoir CNDD-FDD sont divisés sur cette question. Ça sera très difficile aujourd'hui au président Pierre Nkurunziza de convaincre tous les Bagumyabanga, ça veut dire les membres du parti au pouvoir, de lui laisser passer peut-être comme candidat au 3e mandat. Le Conseil de sécurité des Nations Unies sera en visite la semaine prochaine. Une visite au cours de laquelle la délégation des 15 membres discutera avec les dirigeants burundais sur les modalités d'une élection présidentielle pacifique et transparente le 26 juin prochain. En Tunisie, 4 partis politiques ont annoncé leur retrait du mouvement du peuple des citoyens, initiative lancée le 24 décembre dernier par l'ancien président de la République Monsef Marzouki. De son côté, Imed Daimi, secrétaire général du Congrès pour la République, principale composante du mouvement, assure que cette formation politique continuera à exister et qu'elle prépare son congrès prévu le 20 mars prochain. Écoutez Monsef Chekrourou, député de l'Alliance démocratique. Les conséquences, c'est que ça va mettre à nu la réalité du comportement de ce parti, qui est un parti qui a développé surtout une stratégie de haine. En politique, tout comme au sport, on est des adversaires, mais on n'est pas des ennemis. On appartient au même pays. Or, eux sont allés au-delà de ce qui devrait se passer dans une démocratie en construction ou dans une démocratie même évoluée. Ils se sont comportés en ennemis en prêchant l'exclusion d'autres. Or, eux qui ont souffert de l'exclusion du temps de Ben Ali, il était très étonnant de voir leur leadership surfer sur la vague de l'exclusion. Et maintenant, ils payent le prix. Dans l'actualité économique, la chute des cours du pétrole oblige les gouvernements africains des pays producteurs à des réactions rapides. Plusieurs pistes sont envisagées pour équilibrer le budget national, mais il faut également éviter de décourager les investisseurs. Aminata Diak. En Afrique, la chute des cours des matières premières met le continent sous pression. Malgré un sous-sol riche en ressources minières, la conjoncture actuelle contraint les entreprises à se retirer d'Afrique en raison des coûts de production trop élevés et l'augmentation des impôts dans plusieurs pays. En exemple, la récente décision du gouvernement zambien de multiplier quasiment par 3 ses taxes sur l'extraction du cuivre qui représente 70% des revenus d'exportation du pays. Une décision qui, pour certains spécialistes, est prise au pire moment, risquant de faire fuir les investisseurs. Une analyse qu'admet la ministre zambienne du Commerce et de l'Industrie. Ce n'est pas le bon moment. Le prix du cuivre est à son plus bas niveau. C'est pourquoi le président Edgar Lungu a dit que nous étions prêts à nous asseoir et à discuter avec les compagnies minières. Pour certains analystes, il est normal que les pays africains essaient de tirer profit de l'exploitation de leurs ressources naturelles, même si la conjoncture n'y est pas favorable. De mon point de vue, un État ne peut aller chercher des impôts que là où il peut les avoir. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène qu'il ne faut pas que nous oublions. C'est qu'une politique fiscale, c'est quelque chose de sélectif et adaptatif par rapport à l'environnement économique. Donc, dès cet instant-là, le fait que les États africains veuillent augmenter les taxes sur les investissements ne me paraît pas quelque chose de négatif. Tout simplement pourquoi nous savons aujourd'hui que l'Afrique est le continent dans lequel vous avez les États qui tirent le moins de revenus des différentes exploitations. Il faudrait quand même que les firmes multinationales qui viennent exploiter les matières premières en Afrique payent au juste prix en termes d'impôts leurs exploitations qui se passent en Afrique. Au regard de la situation actuelle, plusieurs économistes s'accordent sur la nécessité pour les gouvernements africains de prendre des décisions qui devraient s'inscrire dans le contexte de la chute des prix des matières premières. Ils sont nombreux à revoir leur politique d'exploitation des matières premières pour ne pas accélérer le déclin des compagnies minières et maintenir les apports des investisseurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.